Chers amis juristoristes, bonjour, on se retrouve enfin après un certain temps d'absence, et quoi de mieux pour ces retrouvailles qu'un sujet à peine léger et pas trop dans l'air du temps. Imaginez-vous, votre femme vous casse les pieds, au cachot! Votre fille ne vous écoute pas trop et fréquente des gueux, au cachot! Votre mère, veuve ou séparée, fréquente un vulgaire palefrenier, au cachot! Eh bien ça, c'est possible grâce à un mécanisme, celui des lettres de cachet. Les lettres de cachet, elles sont connues par le grand public sous leur angle, sur leur utilisation politique. L'exemple qui revient le plus régulièrement, c'est celui de Fouquet, même si là aussi, je pense que je ferai un épisode un jour dessus, parce qu'il y a en réalité plus qu'une histoire de jalousie, même bien plus que ça, et finalement, c'était peut-être un petit peu mérité. Dans la réalité pratique, ces lettres de cachet sont en grande majorité, et même une majorité écrasante, sollicitées par les familles qui souhaitent punir les petits coquinous qui se cachent parmi elles. Comment fonctionnent ces lettres de cachet? Qui cible-t-elle? Comment est-ce qu'on met en œuvre la punition? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, générique. Les lettres de cachet font partie d'une catégorie un peu plus large que l'on appelle les actes en commandement. Ces actes en commandement sont tous les actes qui permettent de mettre en œuvre la politique royale. Ces actes, ils vont prendre plusieurs formes, ils vont souvent transmettre des décisions du roi, et la forme la plus connue, à part les lettres de cachet, ce sont les lettres patentes. Les lettres patentes, qui sont des lettres ouvertes, ça vient du latin pateo, qui signifie ouvert, tout simplement, sont des lettres scellées par la chancellerie. Elles contiennent un ordre royal, et doivent être enregistrés par les parlements pour prendre effet. Ce sont des actes publics dont la connaissance doit être portée à tous les sujets. C'est strictement l'inverse des lettres cachées, qui sont aussi des actes scellés, qui ne passent pas par la chancellerie, mais qui sont d'ordre privé. Lettres de cachet qui sont donc aussi des actes en commandement, lettres patentes, lettres publiques, lettres de cachet, lettres secrètes. Initialement, ces lettres qui étaient scellées d'un sceau rouge, sceau que l'on appelle un signet, que l'on appelle encore le sceau du secret, ou que l'on appelle encore cachet, d'où le nom, servaient à la transmission des ordres royaux. Elles étaient donc à destination d'un parlement, d'une ville, d'un seigneur, etc., mais pouvaient également contenir un ordre d'emprisonnement ou encore un ordre d'exil. En enfermant quelqu'un de la sorte, cela permet de ne pas passer par les cours de justice, mais de faire une utilisation de ce qu'on appelle la justice retenue. C'est-à-dire que c'est le roi qui juge, et c'est lui qui prend la décision, ou non, d'enfermer ou d'exiler la personne. L'internement, il peut avoir lieu pour des raisons variées, ça peut être le cas notamment pour des publications scandaleuses. Elle a montré ses chevilles. Par exemple, en 1717, une de ses lettres de cachet ordonne l'enfermement de Voltaire à la Bastille, et en 1749, c'est Diderot qui est enfermé au château de Vincennes, et pour la blague, la lettre est signée par un de ses libraires. On n'a rien inventé en 40. Mais finalement, au XVIIIe siècle, l'usage politique des lettres de cachet est extrêmement rare. On l'utilise à la limite pour les délits de presse, mais c'est tout. Et pour l'essentiel, ce sont les familles qui vont solliciter leur utilisation. Et là, on parle pas d'une petite exception, Sur la seconde moitié du XVIIIe siècle, 90% des lettres de cachet le sont pour des motifs familiaux. Et oui, les lettres de cachet sont un outil patriarcal. Et à bas le patriarcat. Pourquoi les utilise-t-on? Mais pour plein de raisons différentes, cela permet d'éloigner discrètement, sans faire de scandale, un enfant qui est un peu perturbateur, ou encore qui veut se marier sans l'autorisation des parents. Imaginez. Et par exemple, dans les auteurs célèbres, on a Mirabeau, qui a été enfermé de nombreuses années, à la demande de sa famille. Alors, comment ce mécanisme fonctionne-t-il? Eh bien en fait, c'est assez simple. Les familles font un petit mémoire qui transmettent aux représentants de la royauté de leur circonscription. Ces derniers vont faire mandater une enquête par un commissaire. Ce commissaire va effectuer un rapport, et ensuite on le transmet à l'autorité royale, qui décide, sous le fondement de cette enquête, de faire enfermer la personne, ou non. La durée de ces enquêtes est variable, en province ça peut être assez long, généralement c'est plus expéditif dans la capitale. Cette demande, elle arrive à l'autorité royale sous forme de placé, et c'est ce placé qui détermine la décision finale. Cet outil, c'est un outil de punition discret. Cela permet de vraiment contrôler le comportement des enfants qui sont problématiques. Papa, oui. est-ce que je peux aller dans le jardin, s'il te plaît? Au cachot!
Dans la très grande majorité des cas, ces lettres elles sont délivrées au père de famille, qui est le représentant de l'autorité. Il faut aussi comprendre cette place du père de famille. Le père de famille, c'est le représentant du roi au sein des familles. Donc, il doit avoir une autorité qui est indiscutable. Et donc, techniquement, en permettant à ces pères de famille de maintenir l'ordre, le roi permet de maintenir, par extension, l'ordre dans le royaume. Quand le père est décédé, pour l'enfermement d'une fille, par exemple, la demande peut émaner de frères coalisés contre elle, ou encore du tuteur, de la veuve, ou, le plus souvent aussi, d'un oncle. Et l'objectif, il n'est pas moindre. L'objectif, c'est de sauver l'honneur familial. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu rire aujourd'hui, mais à l'époque, l'honneur familial, c'est considéré comme un bien collectif de la famille. Donc pourquoi on demande l'enfermement d'une fille? Typiquement, pour soit contrôler ses comportements un peu trop obscènes, soit pour avorter un mariage auquel on n'aurait pas consenti. Il est de coutume, pour qu'une fille puisse se marier, qu'elle consulte à la fois son père et sa mère, et à défaut, son frère ou ses oncles. Cependant, les cibles de ces lettres de cachet sont en grande majorité des hommes. Si on prend l'exemple de la Franche-Comté, les 2/3 des personnes ciblées par les demandes sont des hommes âgés entre 25 et 40 ans. Lorsqu'une femme est visée par une lettre de cachet, la demande peut également provenir de son mari. Cependant, on a là aussi une version un peu miroir de cette utilisation, c'est-à-dire que des fois, les femmes vont demander des lettres de cachet contre leur mari s'il est violent, mais parfois aussi même pour elles-mêmes, pour se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri de violences familiales, qu'elles soient conjugales ou alors en provenance d'un enfant. Dans ce cas-là, les femmes vont pouvoir se retirer dans des hôpitaux, dans des quartiers réservés ou dans des couvents, et vont ainsi se mettre à l'abri et s'éloigner du milieu violent dans lequel elles vivent. D'une manière globale, les requêtes pour obtenir des lettres de cachet évoquent des dérangements, des dérèglements des personnes visées. Alors ces dérèglements, ils peuvent avoir plusieurs natures. Cela peut être la violence, cela peut être les addictions au jeu, les addictions à la boisson aussi notamment. Et évidemment, pour les femmes, quand on a quelque chose à reprocher, le plus souvent, ce sont de mauvaises mœurs. Une fois que la lettre de cachet est expédiée, les personnes ciblées, les accusés, deviennent ce qu'on appelle des correctionnaires. Ils vont alors être enfermés dans des prisons d'État, la plus connue c'est la Bastille, mais on a également le château de Vincennes par exemple. Ils vont également être enfermés dans des maisons religieuses ou alors encore dans ce qu'on appelle des hôpitaux. D'autres vont être exilés aux Antilles sur l'île de la Désirade ou encore au Canada. Le choix du lieu de correction incombe aux parents, notamment en fonction du sexe du prisonnier, et c'est également eux qui doivent payer cet enfermement, et donc selon leurs moyens, ou selon les moyens qu'ils décident d'attribuer, cela va jauger le niveau de correction qui va être appliqué. De cette somme dépend l'alimentation, la possibilité ou non d'envoyer du courrier, mais également l'habillement. Donc si on paye peu, les conditions seront rudes, si on paye beaucoup, les conditions seront plutôt douces. Il y a toutefois une exception à ces coûts d'incarcération, c'est pour toute la région parisienne, puisque dans ce cadre-là, elle est prise en charge. Ce qui explique sûrement pourquoi il y a aussi une grande différence dans le profil sociologique des personnes qui demandent les lettres de cachet, puisqu'en province, cela émane essentiellement de la bourgeoisie ou de la noblesse, là où, à Paris, ce sont essentiellement les classes populaires qui font des demandes. Les correctionnaires, ils sont enfermés jusqu'à ce que les parents ou les personnes détenteurs de l'autorité demandent la révocation de l'enfermement. Dans la très grande majorité des cas, cela n'excède pas 5 ans, ce qui est déjà beaucoup, mais on a des exemples de corrections de plus de 10 ans. Au fil du temps, surtout à mesure où on se rapproche de la fin de l'Ancien Régime, la royauté a tenté de juguler l'utilisation de ces lettres de cachet, surtout qu'elles sont de plus en plus mal perçues. Lorsque la Révolution éclate, on estime qu'il y a entre 7 et 8 000 correctionnaires qui sont encore enfermés. Les lettres de cachet, elles sont abolies en 1790, et pour autant, le comité des lettres de cachet ne va pas libérer l'intégralité de ces personnes par peur de libérer de potentiels délinquants. Pour conclure, laissez-moi vous conter cette petite histoire contenue dans une lettre de cachet de 1771. Après avoir forcé la porte du domicile, le commissaire Renard trouve Marianne le maçon encore couchée et en compagnie d'un garçon tailleur qui finit de s'habiller. Les témoignages des voisins, explicites, accablants, mais peut-être un peu outrés, signalent qu'il n'est pas son premier amant. Il y a eu d'abord un certain Précourt, un garçon perruquier dont Marianne aurait dit « Puisque Thomas est trop vieux et qu'il ne peut plus me b***,
il faut bien que celui-là le fasse. D'ailleurs, Thomas le sait très bien, et il ne s'en fâche pas puisqu'il est souvent présent lorsque Précourt me Après le départ de ce dernier, la femme Thomas a tant excité et fait tant de choses obscènes qu'elle a forcé son voisin, marié et âgé de 23 ans, à venir coucher avec elle. Puis, un nommé Cailly a couché toutes les nuits avec elle et a fait savoir qu'elle était très emportée sur l'article, qu'elle était comme un diable, que pour la contenter, il fallait la baiser 6 fois le matin et 6 fois le soir. N'ayant pas pu satisfaire à tous ses désirs, il l'a quittée. Le pauvre garçon avait attrapé le mauvais mal. Voilà. Bon, mais j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Comme d'habitude, les sources sont en description. Je vous dis à bientôt, et bisous.